Salut les amis, c'est Ben Dagor Factory. Aujourd'hui, présentation sur First Blood, le jeu d'escarmouche de Parabellum dans l'univers de Conquest, où je vais vous présenter un petit peu les règles du jeu. Parce que là, on est passé sur une V3 et il y a eu énormément d'évolutions par rapport aux versions précédentes. On peut même dire que c'est un nouveau jeu, ils ont fait reset du passé, on est reparti à zéro et ça, c'est vraiment cool. Salut les amis, c'est Ben Dagor Factory, je suis en compagnie Arthur. Merci d'être venu Arthur. On va vous proposer une vidéo didactique sur le jeu de First Blood de Parabellum. Donc, c'est une nouvelle version, on est sur la V3 du jeu qui est sortie au mois de mars-avril. Donc très récente. Et Parabellum a fait un truc super, c'est qu'ils ont fait complètement un reset du jeu. Avant, l'ancienne version, c'était assez proche de Last Argument en termes de règles. Sauf qu'on jouait pas sur des plateaux régimentaires, mais du coup en socle individuel. Et là, ils ont reparti sur une page blanche. Donc c'est vraiment un nouveau jeu qui n'a rien à voir. Et perso, que je trouve vraiment cool. Toi qui as déjà testé un peu. Oui, c'est que le jeu est vraiment bien. Donc plein de choses qui sont intéressantes, vous allez voir, on va tout vous expliquer en détail. On va pas forcément aller au bout de la partie, là le but c'est pas forcément de vraiment vous faire un rapport de bataille à proprement dit, mais plus vraiment une explication des règles. Donc concernant mon armée, moi je vais jouer les 100 royaumes, donc on sera au format de 1000 points, pour avoir un petit peu de figurines et jouer sur une table de 120 par 120. À First Blood, il y a 3 formats de table possibles, du 60-60, 24 pouces, 24 pouces, 36-36, ou plus grand encore, j'ai perdu le 90-90, 120-120, 48, merci. Et en fonction du format de jeu que vous allez prendre. Nous là on est à 1000 points pour avoir un petit peu d'unité et pour montrer différentes situations. Donc on va jouer sur une table de 120 par 120, donc sur le village 100 royaumes que vous voyez ici. Voilà, donc le décor central ici va bien évidemment disparaître pour la phase de jeu. Hein. Là, il garde la cathédrale. Donc concernant les 100K, je vais avoir un noble monté qui va être accompagné par 4 miliciens bowman, 5 arbalétriers mercenaires, 5 man-at-armes. Il va y avoir des unités de 7 miliciens avec lance, unité d'Aosol Guard à pied, ils vont être 6. Un petit Mounted Squird, pour avoir une petite cavalerie légère, et un pack de 6 style Légion, donc vraiment la force de frappe de la bande. Et du coup, de mon côté, je vais jouer un rage qui va mener l'armée aux compagnies d'une sorcière. De l'armée des rois sorciers. Des rois sorciers, tout à fait. Ils vont être accompagnés d'un régiment d'archers d'Anur, d'un pack de mains rabattis qui va apporter du support, des guerriers Rajakour, une première ligne de Golds qui vont être là pour protéger les troupes, et plusieurs effrites de feu, corps à corps ou tir, qui vont être là pour apporter un peu de punch. Donc à First Blood, la première chose à faire, comme c'est expliqué dans les règles, vous installez la table. Vous faites une table avec plein de jolis décors. C'est marqué clairement, hein, faites-vous plaisir. Donc nous on s'est fait plaisir, on a mis un beau petit village. Ensuite, vous allez avoir un jet à faire avec votre adversaire pour déterminer qui sera le premier joueur. Donc on va lancer un des 6. Moi j'ai fait 1, toi tu fais un beau 5. Donc ça sera toi le premier joueur. Et ça on décide pas. Il prend l'ascendant. Là, il va avoir un premier choix à faire maintenant, c'est déterminer le type de scénario qu'on va faire. À First Blood, maintenant, vous n'avez pas de scénario préconçu. Vous construisez le scénario en fait au début de votre partie avec votre adversaire. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool parce qu'en termes de rejouabilité, c'est énorme. Ça vous donne un très large de choix de scénario possible. Vous allez avoir trois types. La mission, le territoire et la rencontre. La mission va correspondre en fait typiquement à l'objectif pour marquer des points de victoire et comment vous allez faire pour gagner la partie. Le territoire, ça va être la zone de déploiement. Et la rencontre, ça va être une règle qui va s'appliquer sur la partie, donc plein de possibilités différentes. Là, par exemple, dans celle-là, si vous tirez une certaine distance, ben, vous allez donner plus en évasion à votre cible. Mais ça va être valable pour toute l'armée. Et après, il y aura un quatrième choix qui se fait à la fin, qui se fait sur les cartes, où vous avez une règle tactique. Là, ça va être une règle, un bonus que vous allez donner à votre armée pour la partie et uniquement à votre armée. Donc là, Arthur, tu vas choisir ta carte. C'est toi qui as gagné le jet de dés avec un 1. Ah bah si, c'est moi qui ai gagné, pardon, j'ai fait 1. Je vais faire simple, je vais prendre celle-ci, le pillage. Donc Arthur, lui, alors non, je dois relancer un D6, pardon. Donc j'ai fait 2, donc je vais choisir dans la pile 2. Alors les cartes, elles existent, bah ça tombe bien, c'était celle-là. C'est un livret, hein. Moi je les ai fait sous forme de cartes que j'ai plastifiées, je trouve ça beaucoup plus pratique en termes de jeu, parce que vous allez voir, on va avoir nos cartes après de scénario.
on aura construit le scénario, on va avoir nos cartes à côté de la table et pour se rappeler comment on se déploie, la règle du scénario, les règles de points, c'est vachement plus pratique. Donc le hasard est bien fait. Donc je prends le pillage. Maintenant Arthur relance un dé de 6 pour savoir dans quelle pile il va chercher. Il y en a 6 possibles. Hein. Je fais un 6. Donc il va chercher dans la pile des 6. Hop, on vire ça. Et il ne peut bien évidemment pas prendre le pillage parce que moi, la carte de mission, parce que je l'ai déjà prise. Donc dans les 6, il va avoir le choix entre la force de renfort qui correspond à la rencontre et au territoire qui correspond à la zone de déploiement. C'est le territoire 5 par contre. Ah. Une inversion. Inversion. Et oui, bah, ça vous a permis de montrer la zone de territoire au passage, que les zones de déploiement sont vraiment toutes différentes. Alors, que vas-tu choisir? Je suis en train de regarder vite fait ce que c'est qu'une force de renfort. Et je vais choisir le déploiement en fléchette. Donc tu prends la force de renfort. Non, Donc, tu prends le déploiement. Voilà. Et le dernier, le dernier qui manque, on le fait en aléatoire, on le fait au D10. Donc ça sera dans le 5. Et on prendra du coup le morceau qui manque. Donc là, nous avons une mission, nous avons un territoire, il nous manque la rencontre. Donc on va prendre la rencontre numéro 5. Maintenant, parmi ces 3 cartes-là, il y a la 4e chose qu'on doit choisir, et c'est le joueur qui a gagné l'initiative au départ, qui va choisir sa tactique. Donc là, on a 3 tactiques possibles. Ça va être la règle qu'on va donner à notre armée. Donc admettons, moi je vais prendre celle-là, Arthur après aura le choix entre l'une ou l'autre. Il ne peut pas prendre la même que moi, et cette règle-là va être uniquement pour son armée. Le déploiement va commencer, donc on a mis en place les objectifs. Donc dans le scénario, il y aura une grosse statue, donc c'est sur un stand de montre, donc ce sera une statue en bronze. Dès que le joueur qui va la casser marquera des points de victoire, et quand elle sera cassée, à l'intérieur, il y aura un artefact à récupérer. Et il y a 2 autres artefacts en place, un ici et un ici. Et à la fin de la partie, le joueur qui aura les artefacts gagnera 2 points de victoire pour chaque artefact en main. Pour prendre un artefact, c'est simple dans le jeu. Donc dans le jeu, il y a 3 types d'objectifs. Il y a les statues à péter, les artefacts à récupérer et les zones de contrôle où ça va être des zones souvent de 6 pouces ou de 9 pouces où il va falloir poser des figurines dessus pour prendre des points sur la zone. Donc les zones de déploiement, elles vont être en diagonale comme vous l'avez vu sur la carte. Donc de 24 pouces ici pour Arthur et 24 pouces ici pour moi. Donc on est vraiment à la diagonale, mais par contre on a un point qui se colle ici à l'angle au niveau de la statue qui elle est le point central. Notre zone de déploiement se colle. Donc comment ça fonctionne? Eh ben on a des cartes de commandement à Conquest et on va s'en servir pas que pour jouer, mais on va s'en servir aussi pour le déploiement. Donc là moi je suis le premier joueur, donc je dois me déployer en premier. Je vais placer une carte ici, pas se cacher, donc il ne sait pas ce que c'est, mais ça va être une unité qui va se déployer là. Et après, là on va déployer toutes nos cartes les unes après les autres. Et là la doléance, donc Arthur va pouvoir déployer une carte à son tour, donc là c'est un effet de ping-pong. Par contre, il doit se déployer à plus de 9 pouces de toute carte ennemie. Donc là, il va mettre sa petite réglette de 9 autour de moi. Donc là, en fait, ça permet de repousser. Vous voyez, les zones de déploiement, elles, se touchent. Mais en fait, dès que vous allez déployer une carte au bord, assez proche, ça va repousser le déploiement, les choix possibles à votre adversaire. Et ça, déjà, au niveau stratégie, il y a déjà une stratégie qui se met en place par rapport au déploiement, parce que vous allez pouvoir lui interdire certaines parties de sa zone de déploiement en fonction de comment vous allez réussir à poser vos cartes. Donc voilà, il positionne sa carte ici. Donc la carte, vous la mettez dans l'orientation que vous voulez. La seule obligation, c'est bien évidemment de ne pas la mettre sur un terrain infranchissable et de ne pas la mettre à moins de 9 pouces d'une carte adverse et de ne pas la poser sur une autre carte de commandement qui vous appartient. Elles n'ont pas le droit de se chevaucher. Donc là, on va finir le déploiement et on va vous montrer ce que ça donne à la fin. En phase de déploiement terminée au niveau des cartes. Donc comme je vous expliquais, moi j'ai posé ma première carte ici parce que j'étais le joueur numéro 1. Arthur lui a placé une carte ici, donc il l'a glissée sous le pont pour qu'elle tienne. Mais elle est à cheval sur le pont. Et après, un effet de ping-pong, carte à carte. Donc là, il s'est mis à 9. Il en a mis une là. Moi, j'ai pu en mettre une en dehors de mon territoire parce que, pour rappel, j'ai pris la tactique. Enfin, pour rappel, non, on ne vous l'a pas dit. J'ai choisi la tactique qui me permet de déployer une carte n'importe où sur la table à plus de 9 de la zone adverse et de ses cartes. Donc, j'ai déployé une carte ici dans le No Man's Land, juste à côté de la petite statue. Un artefact qu'on doit récupérer. Donc, phase suivante, je vais devoir révéler en tant que joueur 1 une carte et placer mes figurines. Donc je vais tout simplement révéler cette carte là et ici je la retourne, donc c'est le Monty de cuir de la cavalerie légère et je vais devoir déployer ma figurine parce que là il n'y en a qu'une. Donc je vais déployer toutes les figurines de la carte jusqu'à 3 pouces de la carte.
Donc de toute façon, ça va pas m'emmener loin vu que j'ai un socle de boule qui fait 2 pouces et demi. Donc vous pouvez la mettre sur votre carte. La seule doléance quand vous déployez, quand vous placez votre figurine, c'est que restez entièrement dans les 3 pas et pas la poser sur une autre carte de commandement. Et après la carte de commandement, on l'enlève. Arthur fait de même. Donc moi, je vais révéler mes goals. Et ben, c'est très bien, ça permet de montrer une règle. Le déploiement normal, c'est 3 pouces entièrement de la carte, mais les goals sont une petite règle spéciale qui s'appelle le flank, qui leur permet de se déployer à 9 pas de leur carte. Donc là, c'est intéressant parce que moi, j'ai déployé une figurine. C'est une unité de une figurine. Là, Arthur va déployer, en même temps que je raconte l'histoire, une unité de 5 goals. Donc, il doit déployer toutes ses figurines autour. Mais sachez qu'à First Blood, dans cette version-là, maintenant, les figurines se jouent de manière individuelle. C'est-à-dire que le seul moment où vous allez jouer ensemble, c'est quand vous allez les déployer, enfin, placer vos figurines sur table. Vous les placez groupées autour de leur carte de commandement. Donc là, jusqu'à 9. Ce qui lui permet le trick de pouvoir venir se placer juste à côté du petit artefact à récupérer. Mais il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de zone par rapport aux cartes qu'on a. Vous voyez là, il est mis, il a quoi? Il a 3 pouces, 4 pouces maximum de ma carte. Il aurait pu se coller quasiment à ma carte en fait. La seule obligation, c'est de ne pas vous mettre en zone d'engagement d'un adversaire. Et là, vu qu'on est en coin, imaginez qu'il ait mis ses goals, il aurait pu déployer les goals au proche de la statue et à un pas de mes figurines. Le jeu va être assez nerveux grâce à ça, parce qu'on va se déployer assez proche, malgré qu'on soit sur une table de 120. Donc le placement de toutes les figurines est fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on est relativement proche, hein, parce que Arthur a déployé grâce à son regard à 9 pas les goals, sous mémoire. Moi, je me suis déployé autour de ma carte, hein, sur ma carte. Donc là, on va se battre, hein, parce que là, on est à 3 pouces et demi, grand max, les uns des autres. Et même, malgré tout, même ici, hein, moi, j'ai avancé mes archers un petit peu. Les goals, elles sont là. Bon, après, je suis pas porté de charge, hein, mais pas en un seul mouvement, en tout cas. Et là, même en étant sur le pont, donc sur le pont, hein, on est d'accord que la rivière n'a pas d'incidence, hein, c'est pour faire joli. On va pas avoir d'incidence en termes de mouvement et en termes de couvert. Par contre, pour le pont, ça reste un pont, donc pour y accéder, il va falloir monter d'un côté et redescendre de l'autre. On va pas pouvoir grimper là. Dans le jeu, les décors sont très importants. Il y a vraiment des règles pour pouvoir grimper. Vous pouvez monter sur les toits, donc là, vous voyez les bâtiments, ils sont pas faits pour. Par contre, on peut littéralement monter sur la colline, on prend la hauteur, il y a des règles pour grimper aux échelles. La cavalerie, bien évidemment, ne peut pas grimper sur des étages. Par contre, ils ont des actions possibles pour péter le point d'accès. C'est-à-dire que si vous avez une échelle pour monter sur un toit de bâtiment, ben, vous allez vous abriter sur le toit, mais la cavalerie, elle va pouvoir venir et taper l'échelle et péter l'échelle pour pas que vous puissiez redescendre par l'échelle. Vous pourrez descendre par autre part, mais pas par là. Et il y a une histoire de taille. Toute l'infanterie que vous voyez sur table, c'est de la taille 2. La cavalerie, c'est de la taille 3. Quand vous allez être là, le pont, il va être en élévation 1. Il est quand même surélevé. Donc en fait, l'infanterie, elle passe taille 3. Ça s'additionne à la taille de votre figurine. Et vous permettre de pouvoir tirer par-dessus un copain qui serait de taille 2, qui serait en bas du pont, parce que vous serez taille 3. Et ça va pouvoir aussi te permettre de tirer sur des choses plus grandes. Mais un cavalier, typiquement, s'il se met ici, il n'a pas besoin de monter sur le pont pour taper, parce qu'il va être à la même hauteur, parce que lui étant taille 3, l'infanterie va passer taille 3, ils sont à la même hauteur, donc le corps à corps est possible. Donc voilà, tout ça pour expliquer grosso modo, sans rentrer dans plus de détails, que le décor est vraiment immersif et vous pouvez vous faire plaisir sur des décors, sur du volume, sur des étages, et les règles sont conçues pour. Donc phase de suprématie du tour 1, on va tous les deux lancer un dé. Celui qui fera le plus petit jet sera le joueur 1 sur ce tour. Donc c'est moi, j'ai fait 5, Arthur a fait 6. Donc on va commencer déjà par activer ces personnages, enfin activer les suprématies des personnages. C'est leur règle de commande ability. Donc souvent ils en ont des propres à eux. Donc là moi j'ai mon noble monté, il va tout simplement donner la règle Valiant Charge. Il va pouvoir faire une action de clash gratuite quand il va effectuer une charge. Ensuite j'ai un autre personnage, parce que dans mes Manatarmes, j'ai un leader. Et le leader qui est ici, tous les leaders, quand vous payez une option de leader sur un de vos personnages, sur une figurine d'unité, ils gagnent le mot-clé personnage. Que ça lui donne plus un point de vie sur ses caractéristiques. Ça c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Par contre, ça lui donne accès aux règles de commandement d'habilité. Et il en a au nombre de 3, parce que là il va prendre les règles génériques du livre de règles, qui vont être la première, le ralliement. En fait, dans une zone autour de lui, vous allez rallier automatiquement tous ceux qui étaient brisés. La deuxième, ça va être le duel.
Si vous avez un personnage ennemi qui est dans votre rayon de commandement, vous allez pouvoir faire un duel. Il va être libre à lui de l'accepter ou de le refuser. S'il accepte, il y aura bagarre. S'il le refuse, c'est un pleutre. Si il va pouvoir faire en troisième, c'est j'ai perdu. Ralliement. Et c'est la marche forcée. C'est à 8 pouces de lui. Toutes les unités qui seront dans cette zone-là, en fait, vont pouvoir faire une deuxième marche à hauteur de leur marche standard. Parce que normalement, quand vous faites une action de marche, si vous en faites une deuxième, la deuxième s'effectue à mi-mouvement arrondi au supérieur. Et là, avec cet ordre-là, si vous étiez dans le rayon de l'ordre, vous allez pouvoir faire vos 2 marches avec votre caractère de marche complète. Voilà pour les command ability. Donc moi, j'ai fait les miennes. J'ai rien d'autre à faire à ma phase de suprématie. Donc là, je laisse la main à Arthur maintenant qui va faire sa phase de suprématie. Et toi, tu as plus de trucs à moi à faire. En effet, parce que comme j'ai 2 sorciers, il va falloir que je détermine combien de points de sort ils ont à disposition. On appelle des points d'essence. Des points d'essence. Excuse-moi, je n'ai pas le terme. Oui, c'est pas grave. Donc, donc mon rage, on va commencer par lui, il est sorcier 6. Donc je lance 6 dés. Ah non, il est sorcier 3. Sorcier 3. Et donc je lance 6 dés. Tous ceux qui sont 3 ou moins, ils donnent un point d'essence. Donc là, je réussis 2 jets de dés. Il a donc 2 points d'essence pour son tour. En fait, la règle, c'est que chaque sorcier ou prêtre dans le jeu vont avoir une caractéristique de prêtre ou de sorcier. Et ça va être le seuil de réussite pour stocker vos dés d'essence. Et la règle de base dit qu'un sorcier doit lancer 6 dés. Quel que soit votre sorcier, vous allez lancer 6 dés. Et après, tu as une sorcière. Je le fais pour la sorcière également. Voilà. J'en réussis 2. Par contre, la sorcière, elle a une règle qui dit que pour chaque guerrier élémental à côté d'elle, elle peut rejeter un dé. Raté. Ah, et les Rajakour sont élémentaires aussi. Ah bon? Oui. Non. Si? Surprenant. Et tu confonds pas avec les... Non, les Rajakour ont le mot-clé élémental. Donc du coup, ça lui donne des dés de relance. Ah non, t'as raison, je confonds avec les Gols. Par contre, les 2 élémentaires là, donc j'ai 2 relances. C'est des mortels. Oui, bah oui, mais t'as raison. T'as raison de bugger là-dessus. Et donc j'en récupère un de plus. Ce qui m'en donnera 3 dés d'essence. d'essence. C'est des rois sorciers, hein, donc ils ont beaucoup de sorciers dans l'armée. Hein. Ils ont 4 personnages, 3 sur 4 sont sorciers. Ils ont des unités sorcières aussi. Donc ils ont pas mal de règles pour la magie, c'est normal, au vu de l'armée. Et là maintenant, ça va être à moi après. Là, on a fini du coup les actions obligatoires à faire pendant nos phases de suprématie. Étant le joueur numéro 1, je vais commencer par désigner une unité et l'activer. C'était bon. En petite précision quand même par rapport à la fin de la phase de suprématie, Arthur n'a rien fait de plus. Lui, il avait plus de choses à faire. Là, il a juste fait canaliser ses essences, mais il avait aussi ses ordres à donner. Après, ces personnages qui jouent sont 2 sorciers. Et la seule règle de commandement d'habilité qu'il peut utiliser en suprématie, c'est des sorts. Ils ont chacun un sort qui se balance en phase de suprématie. Je fais une petite aparté pour présenter un petit peu la phase de... Enfin, comment on lance des sorts, parce qu'il n'y a pas de phase de magie à Conquest. En fait, chaque sort, ils vont avoir un type. Vous avez 3 types de sorts. Vous avez un sort que vous allez faire à la phase de suprématie, parce que c'est un sort de command ability. Vous avez des sorts d'action, comme la sorcière, elle a un sort en action de volée. Donc en fait, elle va faire un tir magique pendant son activation à elle. Et vous avez des sorts d'incantation qui, eux, vont se faire à n'importe quel moment en fonction du sort. En fait. Vous avez des sorts qui vont être réactifs par rapport à une action donnée de vos unités ou de votre adversaire, comme par exemple une relance éventuellement sur un jet pour toucher. Donc ça va être quand vous allez activer pour taper, vous allez pouvoir activer votre sort pour relancer ce dé-là, par hasard. Par exemple. Ça va vraiment dépendre du type du contenu du sort. Donc moi, je vais commencer par activer mes miliciens ici présents avec leur petite lance. Ils vont tout simplement effectuer... Alors, j'active l'unité. Donc, vous retournez votre carte de commandement, vous l'appuyez comme sur le jeu de cartes pour dire que je l'active. Hop, ma carte est activée. Vous voyez, moi, je la sors de ma pile, je la mets sur le côté comme un Magic, pour les joueurs qui connaissent, où on la retourne, pour dire qu'elle est activée. Et après, vous allez activer les figurines les unes après les autres. Vous allez faire toutes les actions de chaque figurine avant d'en activer une autre. Donc là, j'active la première qui est ici. Elle fait une charge. Donc la charge, c'est la caractéristique de mouvement de la figurine. Donc là, en l'occurrence, 5 pouces. Et forcément en ligne droite. En fait, la charge, c'est un mouvement. C'est une action de marche. Mais si vous la faites en ligne droite et que vous arrivez dans la zone d'engagement, c'est 1 pouce de votre adversaire. Donc là, en l'occurrence, mon adversaire, c'est la statue. Et bien là, vous êtes engagé et ça devient une charge du fait d'avoir fait votre ligne droite. Les bénéfices de la charge, tout simplement, je vais gagner plus une attaque. Que je vais gagner la règle inspirée, et la règle inspirée vous donne plus une attaque. Donc mon milicien a une caractéristique d'attaque de 1, il a fait une charge réussie, donc il passe à 2. Je vais lancer tout simplement 2 dés. Je vais faire 6 et 1. À Conquest, les 6, c'est toujours des échecs, donc on le vire. C'est dommage. J'ai une caractéristique de clash de 1, donc sur le pool de dés que j'ai lancé,
de mes attaques, je vais garder un dé. Voilà, je comprends bien, il m'en reste qu'un. Donc le 1, et là, Arthur va devoir défendre avec la statue. Donc les statues dans le jeu, elles ont toutes les mêmes caractères. Elles ont une défense de 3, donc il va lancer 3 dés. Il va falloir qu'il fasse au minimum égal ou inférieur à mon jet. Donc là, il n'a pas fait de 1 sur son jet. La statue, elle prend un point de vie. Donc il en reste 5. J'enchaîne avec le deuxième. Là, on va enchaîner un peu plus vite pour montrer ce que ça donne. Là, je fais un 2 et un 3. J'ai un clash 1, donc je peux garder qu'un seul dé sur les deux. Donc je garde mon 2. Il a toujours 3 en défense. Il a fait un 2. Donc le 2 équivaut au mien. Il bloque mon attaque. Le troisième fait le même. Alors quand vous faites un combat, il y a aussi des règles de surnombre, mais qui ne s'appliquent pas sur les statues parce qu'ils ne sont pas vivants. Donc je fais un 3 et un 1, ça fait un 1. Elle perd un point de vie. Le quatrième ici, pareil. J'ai un 5. Bon, ça va pas passer ça. Le 5 il va être bloqué facilement. Il me reste lui qui est ici qui vient faire sa charge. Il fait un 2. C'est bloqué. Et petite subtilité avec le troisième, je vais pas le mettre au contact. Il va se mettre à un pas de son copain qui est devant. En fait, il a même pas besoin de bouger. Donc il va s'inspirer et taper. Pourquoi il peut taper? Normalement, pour taper, il faut être dans la zone d'engagement qui est à un pas. Mais vu lui, il a la règle spéciale support. Ils ont des gants de lance. Donc en fait, ça lui permet d'être, s'il est à un pouce d'un copain qui est engagé, ça lui permet de taper au corps à corps. Par contre, il fait pas une charge. Mais vu qu'il fait en première action l'inspiration, pour gagner plus une attaque, il a quand même ses 2 attaques. Il fait un beau 6 et 4. Donc le 4 devrait être assez facile à bloquer avec ta défense 3. Donc là, tu conserves tes 2 dés, puisque tu t'es inspiré. Parce que je me suis inspiré, voilà. Là, j'ai pas le bénéfice d'une charge. Si j'avais fait un mouvement, j'en aurais pas eu d'inspiration grâce à la charge, parce que vous ne pouvez pas l'avoir, parce que je suis pas dans la zone d'engagement de l'adversaire. Par contre là, vu que j'ai fait l'action d'inspiration, ça a le même effet. Ben, c'est bloqué. Donc j'aurais enlevé 2 points de vie à la statue au total. Les statues en ont 6. Donc elles ont 3 en défense et 5, oui, 6 points de vie. Donc de mon côté, je vais activer mes goals. Donc, je vais mettre la carte comme ça. Alors les goals, ils ont une particularité, c'est que quand on les active, ils gagnent un clash et une attaque. Donc là, pour ce tour-ci, ils vont taper fort. Parce que tu actives ton élément de tirage qui est le burn-out. Voilà, parce que j'active les éléments de tirage. Par contre, ils vont prendre des dégâts à la fin de leur activation. Je fais le parallèle pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un événement de tirage, pendant qu'il prépare ses dés et qu'il fait ses premiers mouvements. Un événement de tirage, c'est une règle que pas mal de figurines vont pouvoir avoir. Vous allez même pouvoir des fois en avoir plusieurs. Donc ça porte bien son nom. Ça va se résoudre à l'activation de la figurine. Au début de son activation, vous allez pouvoir décider d'activer ou pas vos événements de tirage. Là, il décide d'activer son événement de tirage sur sa figurine, parce que je vous rappelle que c'est individuel. Donc là, il bouge un Gold comme vous avez pu le voir. Il active son burn-out pour se donner plus en clash et plus une attaque. Il a fait une charge réussie sur le Household Guard qui est ici, ce qui fait passer son attaque de 1 à 3. Et donc je conserve les 3 dés. Non, j'ai que 2 jeux de clash. Donc je 2. conserve mes 2 meilleurs dés. C'est 2 meilleurs dés. Moi, les Household Guard, c'est quand même là, on commence à être un petit peu dans de l'élite. Ils ont 3 en défense, ce qui est énorme dans le jeu. Voilà, je fais un beau double 6, donc ça, c'est de l'échec. Et eux, ils n'ont pas de bouclier. Le bouclier permet de relancer les 6. Avec ton 2, tu annules mon 3. Tout à fait. Et j'ai un dé qui n'est pas bloqué, donc je vais perdre un point de vie. Les Household Guard, c'est de l'humain de base, ils n'ont qu'un point de vie, donc là, du coup, je dois tester ma résolution. Pour voir si je suis brisé ou si je meurs. Donc là, j'ai une résolution de 2. Si je fais un 1 ou un 2, je survis. Mais par contre, je vais être repoussé de 2 pouces et je prends un marqueur brisé, donc je vais être brisé au moral. Et si je rate mon test de résolution, je suis tout simplement mort. Et je suis décédé. Là où se garde est mouru. Et là, tu continues avec le reste de la carte. Donc il peut faire une charge ici. Sachant que les statues ne gênent pas du tout les mouvements, enfin les artefacts. On peut passer sur les artefacts sans gêner les mouvements. Et moi, alors, je vais passer sur les artefacts en les ignorant bien, parce que les Gols, ils n'ont pas le droit de jouer le scénario. Ils n'ont pas le droit de saisir les artefacts, donc bah, ils vont les taper, hein, c'est ce qu'ils savent faire. Voilà. L'artefact, je vais vous expliquer en parallèle les règles de l'artefact, en même temps qu'on lance nos dés. C'est qu'un artefact, pour le prendre, donc là, vous voyez, je rate, je bloque un seul dé, donc j'ai encore un test de réseau à faire, que je rate, donc j'ai encore un marre. Hop là. Et j'emmène sa fille avec moi. C'est comme ça, quand vous perdez, il faut emmener les... Salaud On les tue en même temps. Et en fait, l'artefact, c'est quand vous passez sur un artefact, vous pouvez décider de le prendre, par contre, votre mouvement va s'arrêter. Vous terminez votre action de marche au contact de l'artefact et vous récupérez l'artefact et après, vous l'emmenez avec vous. Donc vous le mettez, vous le gardez à côté de la figurine parce que c'est la figurine qui le porte. Vous pouvez pas vous dire, je la mets sur la carte, parce qu'ils sont nombreux. Sauf éventuellement sur une brute, sur un cavalier, à l'unité.
Mais et après, vous allez le déplacer avec vous. Donc là, je fais 1, 3, 3. Donc je bloque ces 2 attaques. Donc là, je vais enfin survivre. Exactement. C'est un peu lamentable quand même, parce que les goals doivent valoir dans les 10 points, 15 points à tout casser. 15 points. Moi, je suis sur des mecs à 35 points quand même. Ah bah, ils ont fait leur taf. Et donc là, il va finir des activations avec ses goals. Donc là, elles ne sont pas à portée de charge normalement, parce qu'elles sont à plus de 6 pouces. Mais il y a la portée d'engagement. Si Mais il a la portée d'engagement d'un pouce que j'ai oublié, donc il peut engager mon arbalétrier, parce qu'en fait, il a moins de 7. Et ça, c'est à prendre en compte. Donc ça, c'est bien, parce que ça permet de montrer aussi que vous n'avez pas besoin d'arriver au contact le socle à socle pour engager au corps à corps, il faut arriver dans les 1 pas de l'adversaire. Donc là, il va pouvoir taper sur mon arbalétrier. Qui va certainement moins bien tenir. Tu actives ton burn-out aussi. Bien sûr. Donc oui, parce que l'arbalétrier, il a quand même une défense de 1. Mais c'est un événement de tirage, je l'active pour tous mes goals. Non, c'est pour chaque figurine. D'accord. C'est pour ça, voilà, la petite nuance, c'est que l'événement de tirage, c'est quand vous activez votre figurine. C'est pas l'unité qui active son événement de tirage. C'est bien, celui qui cherche pas, il pourra rester en vie. Donc j'en bloque un, j'en ai un qui rate, j'ai un jet de résolution à faire à 2, encore, il meurt. Donc on n'a pas montré, mais pour expliquer la fin du corps à corps, enfin la fin de l'activation des goals, vu qu'il a activé son burn-out, bon, c'est une règle spécifique, hein, là il y a peu d'unités dans le jeu qui l'ont, il a pris la règle burn-out fait que chaque figurine, après, à la fin de son activation, prend une blessure. Donc du coup il a dû tester sa résolution directe, ils ont qu'un seul point de vie, et les 4 goals qui avaient activé leur burn-out sont morts, mais dans la gloire, parce que règle spéciale des rois sorciers, les rois sorciers c'est la mécanique de jeu de l'armée, ils ont ce qu'on appelle des rituels, et pour activer leur rituel, il va falloir qu'ils stockent des points de confluence. Les points de confluence, ils vont les amasser au fur et à mesure de la partie de différentes manières, soit en lançant des sorts. Dès qu'un sorcier va lancer un sort avec succès, il va toujours avec succès, il va marquer un point de confluence. Après, il y a certaines unités élémentaires qui vont pouvoir vous, en fonction des actions qu'ils vont faire, qui vont vous permettre de donner des points de confluence. Et là, c'est le cas, c'est des élémentaires. Et les goals, leur règle spéciale, c'est quand ils sont détruits, quand ils meurent, il donne un point de confluence. Donc là, il a marqué 4 points de confluence qui va vous permettre de débloquer certaines règles spéciales. Soit il les garde pour lancer un rituel à sa phase de suprématie suivante, ou alors il va pouvoir les dépenser par rapport à certains de ces élémentaires. Donc les élémentaires de corps à corps ou de tir qu'il a vont pouvoir utiliser des points de confluence pour faire des actions spécifiques un peu plus puissantes que la normale. Pour ma part, du coup, je vais activer les miliciens Bowman qui sont ici. Ils vont faire un mouvement qui est de 5 pouces, donc lui, il va venir là. Son copain, il va faire une action de tir sur à 12 pouces, parce qu'il a la règle barrage 1 à 12 pouces, donc il va faire un barrage avec un dé à une distance de 12 pouces, donc je vais tirer sur le porteur de l'étendard. Oh là 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 là, c'est Ouais, terrible. Je suis un pleutre. Ça va permettre d'expliquer en même temps la règle de l'étendard. Parce que si je te touche, tu vas pouvoir appliquer la règle de l'étendard. Donc j'ai une volée 1, donc j'ai un tir, je fais 4. Donc tu dois bloquer un 4. Alors moi j'ai 2 de défense. Avec la règle bouclier. C'est très bien. La règle bouclier fait que tu relances les 6. C'est incroyable. Pour faire un 6. Il n'avait pas nécessairement besoin parce qu'il avait déjà bloqué mon dé de toute façon avec son 2, mais ça va vous permettre de vous expliquer la règle du bouclier, parce que ça c'est une règle que vous allez retrouver quand même assez fréquemment dans le jeu. Il y a beaucoup de figurines qui ont des boucliers. Fin de son activation à lui. La deuxième, lui, il va faire son mouvement ici. Il va terminer son action de marche au contact de l'artefact et il va en prendre possession. Ça termine son action numéro 1. Deuxième action, il va faire une volée sur le premier Rajakour qui est là-haut. Donc pareil, à un dé. Il fait un beau 5. Ça va être assez facile à bloquer. Et les deux autres vont faire pareil. Il n'y a pas d'intérêt de vous les montrer, on va les faire en off. Je laisse la main donc à Arthur qui va activer. Mes Danur disciples, donc mes 4 archers, Ils sont sur le pont. qui sont là. Donc je vais les activer un par un. Donc celui-là va tirer sur le lancier qui est là. Il va d'abord s'inspirer. Première Donc, action, oui. donc l'inspiration. Pour mieux tirer. Qui fait quoi comme effet? Ça va me rajouter un dé sur le nombre de tirs que je vais faire. Et ça va me permettre aussi de tirer en cloche et d'ignorer les figurines sur la trajectoire ou les décors sur la trajectoire. Alors, je reprends juste ce qu'il a dit. Il ne fait pas l'action d'inspiration, parce que l'inspiration, c'est pour le corps à corps. Là, il fait l'action de visée, qui est exact, c'est qu'il y a les mêmes effets que l'inspiration, mais version tir. Et en plus, ça lui débloque la règle sur choc, mais là, c'est une règle spécifique que les Danuris ont, mais c'est une règle qu'on va retrouver assez souvent sur certains tireurs. En fait, ils font un tir en cloche, donc du coup, ils peuvent ignorer en gros, ils tirent sans ignorer. Voilà. Donc, il vise, il tire. Oula. Et il tue son pote. Ça, c'est les dieux, ça.
Et c'est un joli tir. Donc il va garder ses 2 dés parce que bien évidemment ils sont beaux les deux. Moi j'ai une belle défense à 1 avec un bouclier. Donc je relance le 6, ça tombe bien. Et je fais un 1. Donc je vais bloquer son 1 par exemple. Et je vais quand même prendre un jet de touche qui va passer. Donc je vais avoir une belle résolution à 2 et je meurs. Quand t'as fait un 6, t'as pas ta bannière qui te permet de relancer des 6 ou un truc du genre? Si, quand tu fais un 6, tu peux relancer, si tu es à portée de commandement de ta bannière, relancer les 6, mais je n'ai pas pris de bannière dans l'arrêt. Ah bah c'est parfait. Alors, erreur de ma part, hein, ça je rentrerai un peu plus en détail quand je ferai des vidéos sur chaque faction pour les expliquer, mais en gros pour vous dire, parce que moi les 100K, là en plus j'ai une sous-faction qui s'appelle Impérial, et en fait ça me permet de mes bannières ne meurent jamais. Parce que quand elles sont mortes, la bannière, un copain qui est à côté récupère la bannière et il le combat. Du coup, t'as lu la liste, tu t'es dit, ouais, c'est une armée qui tourne autour des bannières, du coup, je vais pas en mettre. C'est ça, parce que le but c'était de montrer les règles génériques et pas les règles de la faction, donc on s'en fiche. D'accord. Donc le deuxième archer que j'active va viser aussi et va tirer sur l'autre lancier. Et toi t'as pris des bannières, donc t'as pas besoin de montrer les règles de bannière. Ouais, je suis ce genre de joueur. Je meurs, résolution, je meurs. Allez, j'en fais du 6. Et là, du coup, je vais être un peu embêtant pour toi. Les autres qui sont un tout petit peu plus proches de tes archers, enfin des arbalétriers, ils vont s'activer et viser tes arbalétriers. Voilà. Parce que grâce à sa règle spécifique, un archer normalement ne peut pas le faire, mais vu qu'il a le surshot parce qu'il a fait l'action de viser avant. Voilà, donc celui-là vise cet arbalétrier. 4, j'en bloque un. Résolution, je survis. Par contre, c'est très bien que je survive enfin, parce que je peux vous montrer la règle quand vous survivez. Je suis brisé, donc moi je vais mettre un petit dé sur le petit symbole du cuistot pour dire que je suis brisé. Et du coup, c'est qu'au corps à corps que t'es repoussé quand t'es brisé. Oui. Et donc, le dernier archer qui s'active va viser sur celui-là. Ah. Bah non, celui qui est brisé. Celui qui est brisé. Ça va permettre de montrer les effets de la règle brisée. Si je touche. Oh. Oui, moi aussi, regarde, je fais des 1 encore. Et ben là, c'est un bon cas. Parce que, du coup, il a 2 touches, j'ai un jet de défense. Je bloque son 4. Il y a une blessure qui passe, je suis automatiquement mort. Pourquoi? Parce que je suis brisé. À partir du moment où vous êtes brisé, vous ne pouvez plus retester votre résolution. Quand vous reprenez un point de vie, là, cette fois, vous êtes abattu et vous êtes mort direct. Les effets de du brisage, ça fait ça. Quand on vous retire dessus, vous êtes extrêmement fragile. Vous avez vu, hein, déjà, le jeu est très létal. Sur les corps à corps qu'on a fait, sur les quelques tirs qui ont été faits, le jeu est très très létal. Donc vous perdez très vite des figurines, et avec cette règle de briser, vous perdez encore plus vite vos figurines. Les autres effets du brisage, enfin du brisage, je sais pas si ça existe, mais je le dis, je trouve ça joli. C'est broken en anglais, alors... Voilà. Et moi je dis brisage. Fait que ça va vous limiter dans vos actions en fait. Une figurine qui est brisée, elle est obligée de se rallier. Vous pouvez pas faire grand chose d'autre, donc ça vous limite. Ça vous fait perdre une action en fait. Quand vous allez vous activer, vous allez faire un ralliement en première action pour enlever ce marqueur brisé. Et c'est là que, rappelez-vous ce que j'ai dit en début de partie, les leaders ou les personnages, ils ont des actions communes à tous les personnages, qui est l'action de ralliement, qui va permettre de rallier tous les copains dans un cercle autour de vous, dans votre rayon de commandement. Donc ça peut être intéressant d'activer le personnage ou le leader de l'unité par exemple. Là j'ai un leader ici avec mes manatarmes, j'aurais pu activer en premier lieu les manatarmes pour rallier tout le monde. Comme ça, j'activais la capacité du leader de rallier tout le monde. Enfin, ça, ce serait pour le tour d'après, hein, bien évidemment. C'est pas quand vous l'activez, c'est pas aussi, mais bon, je pourrais pas le faire, il me l'a tué. Mais oui, il y a des mécaniques comme ça, d'avoir des petits leaders, ça permet de sauver les copains. Activation suivante, j'ai activé le monde discours. Comme vous voyez, il est déjà ici, donc il a fait un gros mouvement. Hein, donc il a fait un mouvement de 9, parce qu'il a 9 en mouvement, c'est énorme, pour sortir du cimetière et se mettre ici, et derrière il a fait un mouvement de 9 pour venir au contact des 2 Rajakour ici présents, et il l'a fait bien évidemment en ligne droite, donc ça s'appelle une charge. C'était sa deuxième action, donc il va pas pouvoir taper. Par contre, il a la règle impact 1. L'impact, c'est une règle que vous allez retrouver fréquemment sur la cavalerie, bien évidemment, et sur les gros monstres, éventuellement les brutes. Là, il va mettre une touche à chaque figurine ennemie qui est dans sa zone d'engagement. Donc là, il y a 2 Rajakour, donc le premier va prendre une touche de 5, et le second va prendre une touche de 2. Alors c'est une cavalerie légère, hein, c'est une ennemi qui est montée, il n'a pas un gros impact. Hein. Là l'objectif c'est ça va vous permettre de vous montrer la mécanique de mouvement de ce genre de figurine qui est ultra mobile et qui va plus le gêner qu'autre chose. Donc là le 5 est protégé. Et le deuxième bien évidemment est protégé aussi. Et là mon objectif c'était plus de le bloquer et de venir le gêner chez lui que de lui faire des dégâts. Alors, contre-charge de la part des Rajakour qui viennent défendre le pont.
Bon, on a déjà fait tous les placements, hein, là c'est pour gagner du temps et pour essayer de vous montrer comment fonctionne un corps à corps avec des mecs qui sont un peu plus fait de corps à corps que des golds. Donc là, tu as fait le premier GD, tu as fait 3 et 5, c'est ça? Ouais. Moi j'ai 2 en défense, je fais 6 et 5, j'ai un bouclier, je relance les 6, je fais 5 et 5, donc j'en bloque qu'une seule, je prends un point de vie. Donc lui il a 3 points de vie, donc il tombe à 2. C'est robuste. Et tu as une attaque supplémentaire, tu l'avais pas faite. Parce que j'avais déjà engagé avec 2, c'est pour ça que tu vas charger avec le premier. Oui. Parce que ça vous permet de montrer le surnombre. Le surnombre, comment ça fonctionne? Quand vous êtes de la même taille que votre cible, dès que vous avez une figurine supplémentaire, vous êtes en surnombre, enfin pour l'infanterie, tout ça. Là, c'est de la cavalerie et des tailles 3, et la règle cavalerie et des brutes. Pour être en surnombre, il faut un peu plus de monde, c'est normal. Donc en fait, on subit le surnombre qu'à partir du moment où vous êtes au moins 3. Donc c'est pour ça qu'il a commencé par des charges et pas à taper eux. Comme ça, lui, il tape à 2 attaques de base, plus une avec la charge, et plus une avec le surnombre, parce qu'il y avait déjà 2 mecs engagés. Ce qui permet de fiabiliser. Largement. Donc le fait de, ils ont que clash 2, donc ils gardent que 2 dés, mais plus vous allez lancer des attaques, et plus ça va optimiser vos chances d'avoir des petits dés. Bah, alors, sachant que du coup, j'ai fait un 1. Donc t'avais moins de défense. Eh ben oui, exact, j'avais pas vu le 1. Eh ben, très bien, t'as bien fait de faire un 1, ça permet de montrer cleave. Il a la règle cleave 1, ça c'est une règle très courante, c'est votre capacité à perforer l'armure de votre adversaire. Hein. Tout simplement, dès qu'il va faire, donc lui c'est cleave 1, et dès que vous allez faire le chiffre qui correspond à votre dé, ou inférieur, vous allez enlever des dés de défense. Donc là il a fait un 1, donc ça fait que ma défense de 2 est passe à 1, et j'ai plus qu'un seul dé en défense, qui rate. Donc là je vais perdre 2 points de vie. Donc je tombe à 0. Parce qu'il me restait 2 points de vie. Donc j'ai une résolution de pas beaucoup, je fais 3, je rate, je meurs. Je fais la partie, imaginons il avait fait les 3, et qu'il m'enlevait 3 points de vie alors que j'en avais que 2. Je tombais donc à moins 1. Le fait d'être à moins 1 va avoir une incidence sur votre jet de résolution. Si vous tombez dans le négatif, chaque point négatif que vous allez avoir, vous allez le réduire à votre jet de résolution. Donc moi j'ai une résolution de 2, si j'avais été à moins 1, j'aurais fait un jet de résolution à 1. Sachant qu'on a toujours un 1 et toujours une réussite, on ne peut pas descendre en dessous de 1 en résolution. Mais en fait, avoir un mec qui tape très fort et qui va mettre plein d'attaques potentiellement, c'est pas déconnant sur un mec à un point de vue, parce que ça vous permet vraiment de baisser sa résolution pour le dégommer. Donc je vous montre le mouvement, là j'ai déjà fait la première action de marche de mon général. Il a 8 en mouvement, il s'est écarté sur le côté pour faire sa deuxième action sans passer dans les 1 pas du Rajacourt. Il arrive ici dans les 1 pas de l'Efrite et il va joyeusement lui taper dessus parce que il vient de charger, donc c'est un cavalier. Il a bien évidemment de l'impact, il a impact 2, donc il va mettre 2 touches d'impact, il fait 2 et 3, il a clash 3, donc il garde bien les 2. Sachant que j'ai la règle brutale, ça c'est une règle qu'on va assez souvent retrouver sur de la cavalerie lourde comme ça, enfin, c'est de la cavalerie médium. Je vais le brutal, quand j'ai fait une charge réussie, je mets moins 1 en défense nativement avant l'adversaire. Moi j'avais défense 2, tu es brutal, tu m'en enlèves 1, très bien. Ça se sent mauvais pour ces Ifrites. Je fais un 3. Donc tu en bloques 1, tu perds un point de vie. Très bien. L'Ifrit a combien de points de vie? Ça a 4 points de vie un Ifrit. Il ne reste plus que 3. Là il a fait 2 actions. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai fait en phase de suprématie. Il s'est donné une habilité de commandement qui fait il gagne gratuitement une action de clash quand il effectue une action de charge. Donc c'est un personnage qui a une menace d'impact de très loin, parce que 8 en mouvement plus 8 de charge, et il peut taper derrière, donc il peut bouger de 16 en gros, enfin de 8 comme il veut, 8 en ligne droite, et il tape. Donc là il va taper, il a 3 attaques de base, il a effectué une charge, donc il passe à 4 attaques, il a un joli clash 3, donc je vais garder 2, 2 et 3. J'ai toujours moins 1 en défense à cause de ton brutal? Bien évidemment. Ok, bah ça sent la mort de l'Ifrit cette histoire. Effectivement. Ok, donc je vais prendre 3 points de dégâts, ce qui va réduire l'Ifrit à 0 points de vie. Il a le droit de tester son moral. Je tombe des pour voir. 2. Bon, ça donne pas mal. Vérifions. Oui, parce que en termes de résolution, on n'est pas énorme dans le jeu. On n'a pas des grosses résolutions. Ok, donc ouais, il avait 3 de moral, ce qui est pas mal. Oui, ce qui est bien. Donc du coup, il est brisé. Il est brisé, et quand vous êtes brisé au corps à corps, il est repoussé. Donc là, il va être repoussé en ligne droite, à mon opposé, de 2 pas. Ce qui permet en fait de sortir de l'engagement. Là, mon personnage n'est plus engagé. Donc, à Arthur de jouer. Moi, je vais activer ma sorcière. Hop. Sorcière qui avait 3 points d'essence. Je vais activer sa règle de tirage, qui permet d'infliger 1 point de dégâts à une unité élémentaire pour augmenter sa quantité d'essence. Je vais mettre 1 point de dégâts à ce pauvre Ifrit qui est déjà brisé. Du coup, ça le tue. Alors, dans la vraie vie, vous ne le faites pas. Là, il le fait parce que c'est drôle. Après, il y a certaines situations où vous pourriez le faire parce que ça lui évite de bouger, éventuellement, pour dégager une ligne de vue. Oui, là, en l'occurrence, non. Non, mais Elle aurait été là,
C'était intéressant. Là, c'est juste pour la blague. Parce que ça le faisait marrer de faire l'effet. Oui, alors après, j'ai aussi surtout besoin de son point d'essence. Oui. Parce que du coup, donc, elle va se déplacer et elle va déclarer un tir élémentaire qui va consommer 3 points d'essence. Donc en fait, c'est un sort qui est en incantation, qu'elle balance. Non, c'est un sort d'action. C'est une volée action. C'est une volée action, donc ça va permettre de monter 2 types de sorts, parce que là, après, tu vas faire une incantation, si je ne m'abuse. Et je rajoute une incantation pour booster mon tir, effectivement. Voilà. En fait, il fait une incantation qui lui fait dépenser 1 point d'essence, qui va faire qu'il va gagner la règle Deadly Shot au tir. Et derrière, il fait son action unique de personnage qui est un sort, d'action de volée. Donc il va faire un tir spécifique avec la règle suivante. Armor Piercing 3. Et volée 3, c'est ça Barrage 3, je veux dire. C'est ça. Et la sorcière ayant volée 2. La sorcière ayant volé 2, tout à fait. Donc à noter que c'est une action de volée spécifique qui ne bénéficie pas des règles de règles X ou Y que vous pourriez avoir sur des actions standards. Donc vous prenez juste les règles de ce sort-là et vous appliquez les règles du sort uniquement. Voilà, donc là c'est barrage 3, donc c'est 3D. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça c'est un peu cassé, hein. C'est un joli cassé même. Voilà. Bon, c'est pas un jet de tir fantastique. Donc, barrage 3, 3D. On a volé 2, donc on garde les 2 meilleurs. Donc j'enlève ce 5, voilà. Et par contre, tu as... Et j'ai récupéré Deadly Shot, qui fait que tu vas devoir... Ah bon, c'était pas si utile que ça. Pour lancer les tests de réseau réussis. Oui, voilà, mais je vais probablement pas réussir à atteindre... J'aurais pas de test de réseau à faire, mais ça permet de montrer la mécanique. Par contre, tu as oublié une petite règle, tu as Armure Piercing 3. Oui, tout à fait. Voilà. Donc Armure Piercing 3 fait que tous ces 1, 2 et 3 sur ces G qui va gagner de touche vont réduire ma défense. Donc il a fait un 1, donc ma défense est réduite de 1. J'ai 2 en défense, j'ai 3 en défense, elle passe à 2. Donc je bloque son 5, mais je ne bloque pas le 1, donc je prends un point de vie. Donc là, c'est pas très flagrant, mais ce sort-là est très très puissant. Là, il l'a fait sur un personnage qui avait quand même une bonne défense. Il n'a pas fait des excellents jets non plus. Et en plus, j'ai 5 points de vie, donc il ne pouvait pas me tuer. Par contre, vous le faites sur une figurine à 1 ou 2 points de vie, vous êtes quasi sûr de la tuer. Bon après, si j'avais pu enlever 3 points de défense à ton héros et lui mettre 3 points de dégâts... On va arrêter là la partie. Le but était vraiment de dégrossir les mécaniques génériques du jeu. Là, vous avez monté vraiment toutes les facettes du jeu, toutes les règles standards. Quelques petites règles SP aussi. Il y en a bien évidemment énormément d'autres, en fonction des armées, en fonction des unités. Là, il y a quand même, ça a permis de montrer toutes les actions possibles des unités. Il y en a une qu'on n'a pas faite, c'est le duel. Bon, ça sera dans un prochain rapport de bataille, un vrai rapport de bataille, on vous le montrera. On en a parlé du duel, c'est l'action de personnage, et si vous la faites, en fait, le personnage se place. En gros, il y a une notion de mouvement et de placement. Et quand vous placez une figurine, en gros, elle se téléporte. Et ça correspond notamment à la règle de vol. T'aurais pas pu montrer de duel, de toute façon, je l'aurais refusé. Les magiciens, ils se seraient pas battus. Hein. Mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas fait, parce que lui, là, il avait pas une liste pour accepter des duels. Ça aurait permis de montrer un pleutre. Oui, par contre, oui. Donc, j'espère qu'on a été assez clair dans nos explications. Je pense que oui, on a essayé de faire au mieux. Puis je vous dis à plus pour un vrai rapport de bataille complet. Là, on fera peut-être du plus petit format pour commencer, du gros format. Enfin, on va voir. De toute façon, je vais essayer de couvrir tous les starters. J'aimerais bien qu'on fasse on en a parlé avec Arthur et puis avec d'autres potes. On va essayer de vous faire des rapports de bataille avec le contenu des starters First Blood complets. Ça va permettre de voir quand vous lancez. Ben voilà, vous avez ça comme fig, qu'est-ce que ça donne? Les starters sont à peu près tous équilibrés en termes de points, donc à quelques dizaines de points près. Donc il y a possibilité de faire des trucs sympathiques, et ça sera en plus assez rapide du coup. Et il permet de dégrossir un petit peu tout ça quand on se lance. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis à une prochaine pour de folles aventures. Avec plaisir.